Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. L'une des premières fois où j'ai mis les pieds dans un palais de justice, c'était il y a près de 20 ans. Et je me souviens très bien de l'ambiance, des robes noires, de la gravité des magistrats et surtout des plaidoiries. Les avocats se succédaient à la barre au rythme des affaires toutes différentes, toutes abordées donc d'une manière différente par celles et ceux qui avaient la tâche de défendre les prévenus. J'ai découvert à cette occasion que c'est comme ça qu'on disait en correctionnel. Les avocats donc, j'en ai vu des mauvais, des qui semblaient découvrir à l'audience ce qu'on reprochait à leurs clients, des moyens qui enquillaient mécaniquement les demandes sans avoir l'air de trop se soucier du résultat, et puis des excellents, qui y croyaient ou qui faisaient bien semblant. Je me souviens d'un qui récitait des poèmes et qui avait fait rimer Baston avec Relec-Quéruon, une commune à côté de Brest où nous étions. Les avocats ont une place à part dans notre imaginaire et dans notre système judiciaire. Et c'est souvent assez passionnant de s'asseoir avec eux et de remonter le fil de leurs nombreux dossiers, surtout quand ils sont de la trempe d'Éric Morin. Éric Morin, il a été avocat pendant 25 ans à Paris. Je dis a été parce qu'il a raccroché la robe à la toute fin de l'année 2022 pour aller démarrer une autre vie. Mais juste avant de quitter et la capitale et la profession, il m'a accordé quelques heures pour qu'on discute de ces 2 décennies, des affaires, des gens et des causes qui l'ont marqué, de Twitter, de Maurice Papon, de Clearstream et de Vin Nature, de beaucoup de choses. Tellement de choses qu'avec Estelle Collat, on en a fait 5 épisodes, dont voici le premier. Bienvenue dans Programme B. Et la première question, elle tombait sous le sens. Comment c'est venu, le métier d'avocat ? C'est venu sur le tard, si on peut dire. J'avais jamais l'idée, ni à 10 ans, ni à 15 ans, ni même à 20 ans, que je voulais devenir avocat. C'est d'abord le fruit d'une mauvaise orientation à la fac. J'ai eu mon bac très tôt. J'ai été orienté vers une première année à Assas d'administration économique et sociale, qu'on appelait AES. Voilà, et j'ai découvert avec horreur dès les premiers cours que les cours d'économie n'étaient que des cours de maths. Je me souviens des cours de microéconomie où il y avait des formules, des trucs, alors que moi j'avais un bac B, économie, j'adorais la philosophie et la littérature. Donc j'ai passé ma première année à travailler dans des bars. Et puis j'ai redoublé ma deuxième année, et en redoublant ma deuxième année, j'ai trouvé un petit boulot dans un cabinet d'avocats. Qui cherchait des étudiants pour faire du classement, parce qu'à l'époque il n'y avait que du papier. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Et donc les courriers s'accumulaient, il fallait les ranger dans les dossiers correspondants. Et j'ai mis les pieds pour la première fois dans un cabinet d'avocats. Je suis pas du tout issu d'une famille de juristes, même en remontant sur 10 générations. Je crois que personne n'avait fait droit dans ma famille. J'ai découvert un univers que j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé par le petit bout de la lorgnette, hein. Et dans cette même année, j'ai lu un livre d'un avocat pénaliste qui était un grand avocat de la fin du siècle dernier, qui s'appelait Jean-Marc Varrot. Maître Varrot, vous êtes avocat, donc vous intéressez évidemment à la prison, aux prisonniers, mais vous aimez aussi la poésie. Donc il était fatal qu'un jour vous vous occupiez des écrivains, disons des poètes, parce que vous êtes limité aux poètes, les Français, qui sont passés par la prison. Et finalement, ils sont assez nombreux. Hein, J'ai même été étonné que ce sujet n'avait jamais été traité. Eh oui, c'est tout à fait curieux. On s'intéresse à la poésie érotique, spirituelle, la poésie pure, mais la poésie pénitentiaire, la poésie prisonnière n'avait jamais été étudiée comme telle. Théophile de Viau pratiquement est mort quelques mois après ses 2 ans de prison. Oui. Chénier a été grand poète à la veille de son exécution. Desnos, Benjamin Fondane, Jean Cassou, lui, a survécu. Oui. Quérol a survécu. Et puis vous avez Brasillac, qui rejoint une sorte de fraternité de la mort. C'était l'époque où on discutait des premières lois de bioéthique, des premiers questionnements qui étaient engendrés par ce qu'on appelait à l'époque les bébés éprouvettes, l'insémination artificielle sur toutes les lois de filiation, etc. Et donc j'avais découvert ce livre, j'avais découvert cet avocat. J'étais toujours très très malheureux, je redoublais sans aller à la fac. Et j'ai décidé de demander une dérogation à ça, ce qui m'a été accordé, ce qui est aujourd'hui totalement inimaginable. Et j'ai triplé ma première année, mais en droit, cette fois-ci.
Et là, j'ai découvert que j'étais fait pour ça. Je me suis dit, je vais faire du droit, je vais faire mon droit. Et à la fin, je tenterai l'examen d'entrée à l'école d'avocat. C'est venu comme ça et j'avais 20 ans. C'est encore une histoire liée à Jean-Marc Varroux, puisque après je travaillerai avec lui. Un jour, j'avais un devoir, un travail à rendre pour un TD de droit de la famille, justement sur ces problématiques de filiation. Et j'ai cherché sur, pardon pour les plus jeunes, sur le Minitel. J'ai tapé son nom et j'ai trouvé son numéro de téléphone fixe, mais de chez lui, pas de son cabinet. Et j'ai téléphoné. Et je suis tombé sur lui, ce qui était un joli hasard. Je me suis présenté, sans doute en bredouillant, et on a passé une demi-heure au téléphone ensemble, où il m'a remercié de l'appeler. J'ai découvert après, quand j'ai travaillé avec lui, que c'était vraiment sa marque de fabrique, qu'il ne m'avait pas ni accordé une faveur, moi que je considérais vraiment comme un cadeau du ciel, mais voilà, il était comme ça. Je lui ai posé quelques questions, il m'a aidé à faire finalement mon travail et j'avais trouvé ça assez incroyable, voilà, d'avoir pu parler avec lui et qu'il m'ait répondu avec autant de disponibilité et de gentillesse. Et puis par la suite, je lui ai écrit une lettre. Je lui avais dit, est-ce qu'on pourrait pas, le culot, il faut du culot, on pourrait pas écrire un livre ensemble, un peu une sorte de le maître et l'élève, je vous pose des questions un peu philosophiques, on n'a rien inventé depuis la Grèce antique, et vous répondez, puis on en ferait un livre. Et je lui ai envoyé ce courrier, et il se trouve que quelques semaines plus tard, pas tellement plus longtemps après, je suis allé à une vente de livres à l'initiative du Pen Club, qui est une association qui défend les écrivains en danger à travers le monde, et où des auteurs étaient derrière leur table et dédicaçaient leurs livres, et il était là. Et donc je suis allé le voir, et je lui ai dit, voilà, c'est moi qui vous ai écrit cette lettre. Et il s'est levé, il m'a fait un grand sourire, il m'a fait une phrase très flatteuse. J'ai découvert aussi par la suite qu'il aimait beaucoup flatter les gens. Et il a sorti son agenda et il a dit, rencontrons-nous. Et il m'a donné rendez-vous pour le samedi suivant, ou celui d'après, à 14h chez lui. Et s'en est suivi plein d'autres samedis, pendant des semaines, des mois, où quasiment un samedi sur deux, j'allais chez lui. Voilà, des fois on travaillait, j'avais essayé de bâtir un plan, et s'est noué petit à petit une sorte de complicité intellectuelle. Moi j'étais juste content d'être avec lui. Il y a des samedis où on n'a pas travaillé, il y a des samedis où moi je lui parlais du procès dont j'avais entendu parler dans la semaine, et où il me parlait de lui ou de son exercice professionnel. J'avançais dans mes études, une maîtrise, un DEA, on appelle un Master 2 maintenant, et je n'avais qu'un seul objectif, c'est au-delà de cette idée de livre, qui s'est finalement concrétisée, mais bien des années plus tard, c'est de garder le contact, parce que j'avais qu'une envie, c'est de travailler avec lui. C'était un avocat, on va dire, engagé, qui a d'abord commencé sa carrière en étant élu premier secrétaire de la conférence du stage de l'Ordre des avocats à Paris. C'est le concours d'éloquence réservé aux jeunes avocats, où chaque année, les 12 meilleurs, ou supposés-elles, représentent le barreau, deviennent commis d'office dans les procès criminels. C'est un concours extrêmement prestigieux. Il a été élu premier secrétaire, donc premier parmi les 12, 4 ans ou 5 ans après Jacques Vergès. Il y a eu bien d'autres personnalités connues, soit avant, des anciens même présidents de la République, ou après. Et puis, on est en 1960-61, on est en plein pendant la guerre d'Algérie, et il devient progressivement un avocat appelé par les soldats perdus de l'OAS,
donc plutôt les partisans de l'Algérie française, tandis que son aîné de quelques années, Jacques Vergès, est, comme on le sait, l'avocat du FLN. Et ils ont cette amitié qu'on ne peut trouver qu'au barreau, cette confraternité qui va au-delà même de l'amitié. Ils se retrouvent face à face, ils ont énormément de procès l'un contre l'autre, sans jamais que cette amitié en soit ternie. Et progressivement, il continue sa carrière, à la fois en étant plutôt classé à droite, voire même à l'extrême droite, sans doute par certains de ses détracteurs. Il est quand même à l'origine de la création de l'UDF avec François Bayrou et d'autres, dont on ne peut pas dire qu'ils étaient les plus à droite de la droite. Et il est aussi spécialiste du droit de la presse et des médias. Il a été notamment l'avocat de Dalida. C'était un autre temps. Et progressivement, il est aussi l'avocat d'un tas d'hommes politiques au moment où les hommes politiques et les cols blancs, tels qu'on les appelait, commencent à intéresser la justice. C'était un peu l'avocat incontournable dans les dossiers ou les affaires politiques du début de ces affaires-là, à la fin des années 80, début des années 90. Il décède en 2005, bien trop tôt. Les avocats de Maurice Papon plaident l'innocence, une très longue argumentation aujourd'hui devant les magistrats de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux. Le procès inéquitable, le jury d'honneur, le rapport d'expertise, la résistance de Papon, Jean-Marc Varrot a présenté une revue détaillée de son argumentaire habituel. Pour lui, Maurice Papon n'a jamais adhéré à l'idéologie nazie, excluant ainsi l'intention criminelle qui constitue le crime contre l'humanité. L'exigence impérieuse pour la Cour de cassation pour qu'il y ait crime contre l'humanité, aux arrestations, aux détentions, aux convois, doit s'ajouter le mobile spécial, l'adhésion. Jamais Maurice Papon, résistant et incontestable résistant, n'a bien évidemment adhéré à l'idéologie hitlérienne. Il devient l'avocat de Maurice Papon en 1992 ou en 1993, au moment où l'instruction se termine. Le procès a lieu en 1997, à cheval sur l'année 1997-1998, jusqu'au récent procès des attentats dits de V13. C'était le procès le plus long de l'histoire de France, puisqu'il a duré 6 mois. Ça se passait devant la cour d'assises de Bordeaux. J'ai pu vivre ce moment, non pas en tant qu'avocat à ses côtés, puisqu'il y avait un autre collaborateur qui a travaillé exclusivement sur ce dossier avant que je n'arrive au cabinet comme collaborateur. Mais j'ai pu vivre ce moment de l'arrière, puisque nous étions restés à Paris et qu'il fallait bien continuer à faire tourner le cabinet pendant que Jean-Marc Varrot et son collaborateur étaient à Bordeaux. C'était un procès historique. Je suis descendu 3-4 fois à Bordeaux pour d'abord le premier jour pour être là. Quand on regarde les archives de l'INA, puisque le procès était filmé, je suis là tout jeune à la table. Et puis deux ou trois fois par la suite, dont notamment pour l'écouter plaider, plus longue plaidoirie de l'histoire. Là, pour le coup, il n'a pas été battu puisqu'il a plaidé 3 jours. Oh, c'était un tourbillon. C'était à la fois un procès pour l'histoire. C'était dans une atmosphère quand même extrêmement tendue. On n'était pas dans la même configuration, ni juridique, ni politique, que le procès Barbie ou que le procès Touvier. C'était un procès qui clivait aussi beaucoup. Il y avait moins de clivage quand il s'agissait de juger Barbie. C'est un procès il le savait, mais sa devise c'était « Ma parole est à qui la demande ». C'est un procès qui l'a marqué dans les deux sens du terme, qui l'a marqué physiquement et psychologiquement, mais qui l'a aussi classé. Voilà, parce que quand on défend Maurice Papon, et qui est condamné ensuite pour complicité de crimes contre l'humanité, il y a des personnes à courte vue qui confondent l'avocat et le client. C'est toute la complexité de notre métier. Il avait écrit
Est-ce que c'était juste avant ou juste après? Mais en tout cas, ça lui tenait profondément à cœur. Un livre sur le procès de Jésus, où il avait démontré, à la fois en historien, il avait énormément travaillé, en philosophe et en avocat, c'est-à-dire en spécialiste de la procédure, que le procès de Jésus était un procès romain, de la seule responsabilité des Romains, et que la vieille lune de l'Église catholique rejetant la faute sur le peuple juif de la condamnation à mort de Jésus n'était en droit pas du tout fondée. C'était aussi une manière, il était profondément philosémite, d'essayer d'expier quelque part le fait d'avoir été l'avocat de Maurice Papon. Pour ces avocats-là, c'était une évidence de défendre Barbie ou de défendre Maurice Papon. C'était d'abord et avant tout des avocats et pas des militants. Ils défendaient des militants, mais eux-mêmes étaient d'abord et avant tout des avocats. Et il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce que parfois on l'oublie et c'est bien de raconter ces histoires de palais. Pendant la guerre d'Algérie, Jacques Vergès, qui s'était exprimé un petit peu trop violemment, avait été sanctionné par l'ordre des avocats et avait été condamné à une peine de suspension, d'interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de quelques mois. Je ne sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois. Et pendant cette période d'interdiction, arrive un procès important d'un membre du FLN, dont j'oublie le nom. Et Jacques Vergès se rend au tribunal pour assister, mais assister comme spectateur, mais pas défendre comme avocat. Et il croise à cette occasion Jean-Marc Varrot devant les locaux de l'Ordre des avocats. Et Jean-Marc Varrot est en robe et ostensiblement devant les bureaux de l'Ordre des avocats, enlève sa robe et la met sur les épaules de Jacques Vergès. Voilà. La confraternité, c'est ça. Vos premiers pas dans un prétoire, vous vous en souvenez? Je prête serment à la Cour d'appel de Paris en 1996. Et mes parents sont là, ma femme est là, et Jean-Marc Varrot est là. On le voit d'ailleurs sur la photo, au moment où je lève la main droite et où je dis « je le jure ». Et on sort de cette première chambre de la Cour d'appel, et je lui présente mes parents, voilà, on fait quelques photos, et je savais qu'il devait plaider un dossier à 15h ou à 16h. Je lui avais préparé, c'était un dossier que j'avais préparé, mais en tant que stagiaire. Et il l'avait avec lui, il me le tend, il me dit bah, « vous allez aller plaider ». Ce qui fait que j'ai plaidé un dossier avec 1 heure de bar. Autant vous dire que voilà, ça c'était tout lu, parce que j'ai vu dans son petit sourire, dont je me souviens, c'était évidemment, tout ça a été très prémédité. J'ai trouvé que c'était cette manière de... Il m'a pas formé au métier d'avocat, il me l'a montré. Voilà. Et j'ai essayé de faire la même chose avec mes collaborateurs, parce que je pense que c'est la meilleure des formations, c'est de montrer, et chacun après il prend ce qu'il veut, comme il peut, comme il veut. Donc j'ai plaidé, et j'ai été avocat que depuis 1 heure. Et j'avais perdu. À quel moment vous vous êtes senti chez vous dans les tribunaux? Vous vous êtes senti à l'aise? À l'aise, jamais. J'ai plaidé ce matin au procès de l'attentat de Nice. J'étais le premier avocat à plaider et à prendre la parole dans ce procès après 3 mois d'audience. J'avais envie de vomir juste avant. Oui. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que je sais que quand je vais plaider, globalement ça va bien se passer. Je suis la pire critique pour moi-même. Quand ça a raté, je me suis dit j'ai raté. Bon. J'ai pas eu cette sorte de révélation en me disant voilà, maintenant je porte la robe et donc je vais être un avocat extrêmement éloquent. Même si on se rend compte après, mais pas dès les premières fois, mais au fil de l'eau quand même, combien cette robe aide à être, à incarner nos clients et à se désincarner soi-même, et donc aide à avoir une parole libre, parce que ça n'est pas la nôtre. Voilà. Mais ça vient progressivement quand même, hein. C'est pas, ça tombe pas du ciel.
à suivre.